qui a abattu sa femme. Et il viendra en personne identifier à nouveau l'accusé devant la cour. Le deuxième élément réside dans la déclaration que l'accusé a faite à la police l'après-midi même du meurtre, déclaration par laquelle il avoue son crime. Très bien. Avec la permission de la Cour, Je vous en prie. Madame l'avocate générale, bonjour mesdames et messieurs. La défense apportera la preuve que non seulement Brenton Butler n'a pas commis cet homicide, mais aussi qu'il n'aurait pas pu tuer Madame Stephens le matin du 7 mai. Vous apprendrez que ce jour-là, à midi, les inspecteurs Williams et Darnell ont commencé à interroger Brenton Butler. Ils lui ont demandé où il était le samedi soir et le dimanche matin. Le dimanche matin, je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents, j'ai croisé ma mère et mon petit frère, je me suis occupée de mon chien et peu après 9 heures, je suis sortie pour aller poser ma candidature pour un job dans un vidéo store. Et les inspecteurs lui ont dit « Tu mens, on a un témoin oculaire ». Peu avant 18 heures, l'inspecteur Glover arrive à la brigade criminelle et il vous dira, oui, il vous dira qu'on lui avait affirmé que Brenton Butler était prêt à passer aux aveux. Oui, prêt à passer aux aveux. Voici un garçon qui n'a jamais rien dit d'autre que « ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça ». Et vous apprendrez qu'à 17h56, l'inspecteur Glover est entré seul dans la salle des interrogatoires pour parler à Brenton Butler et que l'inspecteur Glover lui a dit « Tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocent, on a un témoin oculaire. Ce sont les nègres comme toi qui me rendent dingue ces temps-ci. » Et l'inspecteur Glover a ajouté « Si j'avais fait ça, je serais allé jeter le sac à main et le pistolet dans le bois. » C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu as jeté l'arme et le sac dans le bois. Et l'inspecteur Glover emmène seul Brenton Butler en le tenant par la ceinture puisque Brenton est menotté. Il l'emmène dans le bois, au plus profond du bois, et là, en plein bois, dans cette semi-obscurité qui règne juste avant la tombée de la nuit, mesdames et messieurs, l'inspecteur Glover le frappe à l'estomac, pas une seule fois, mais à 2 reprises, avant de le frapper au visage. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. James Marion Stephens. Bon, les Stephens avaient la chambre 142. C'est de ce côté-ci. Ah, c'est là. On y est, chambre 142. Bon, c'est là qu'ils ont tourné. Il est environ 7h30 du matin. Ils ont des muffins, du café et le journal. Et ils bavardent tout en marchant. Après avoir pris votre petit déjeuner, avez-vous rencontré quelqu'un en retournant à votre chambre? Oui, madame. J'ai vu un monsieur noir qui marchait devant moi sur le trottoir à une distance de 30 à 40 mètres. Il portait un short qui lui descendait au-dessous des genoux et un t-shirt sombre. Et avec ça, il portait un chapeau à bord étroit. On marchait en bavardant quand tout à coup, quelqu'un a surgi devant ma femme et devant moi. Et ce quelqu'un a dit « Donne-moi ton sac à main ». Elle a d'abord fait « Oh !» comme ça, puis elle a commencé à faire glisser son sac à main de son épaule à son bras pour le lui donner. Ils ont regardé devant eux, l'homme s'est alors retourné. On pense que l'homme était droitier, ce qui paraît logique parce que la balle est entrée par là. Alors, retourne-toi et avec ta main droite. Comme ça, par derrière. C'est ça, oui, il se retourne. L'arme est à moins de 45 cm de son visage à elle. Il dit « Donne-moi ton sac ou donne-moi ton portefeuille », ça reste à préciser. Elle commence à enlever son sac à main de sur son épaule, mais avant qu'elle ait terminé,
Il tire et elle tombe en arrière. À quelle distance se trouvait-il de vous? Entre 75 cm et 1 mètre. Et quelle partie de son corps regardiez-vous? Je regardais son visage. Vous avez dit avoir aussi vu son arme. Oui, quand il lui a dit de lui donner son sac à main. Il a braqué son arme sur elle et il lui a tiré dessus, juste là. Vous montrez la zone située juste au-dessus du nez. Oui, sur l'arête du nez. Juste là. Je vois. Vous indiquez le côté droit de l'arête du nez. C'est bien ça? Oui, madame. Bien. Maintenant, Attendez un peu. Non. Pas du côté droit. Je vous ai montré le mauvais côté. C'était de ce côté. mais vous maintenez que c'était dans l'arête du nez. Oui, c'est exact. Bien. Maintenant, la personne qui a fait ce geste le 7 mai, celle qui vous a abordé et qui a tué votre femme, la voyez-vous dans ce tribunal aujourd'hui? Oui, madame. Dites-nous où elle se trouve et ce qu'elle porte. Il est assis à côté de Maître Finel. Il porte une chemise rouge. Je ne vois pas son pantalon sous la table. Et il porte des lunettes. Monsieur le Président, le greffier peut-il noter que le témoin a identifié l'accusé? Cela figurera dans les minutes du procès. Êtes-vous absolument certain que c'est cet homme que vous avez vu le 7 mai dernier tirer sur votre femme et la tuer? J'en suis absolument certain. Elle est tombée exactement là. Ça fait combien? Une quinzaine de mètres? Apparemment, pendant qu'il marchait de là jusqu'ici, l'homme aurait parcouru, selon M. Stephens, une trentaine de mètres. Avance vers moi, à partir de là. Ça fait 45 mètres. Ça va, arrête-toi. Il a donc dû faire tout ce trajet, de là à là, pendant que les Stephens avançaient. Jusqu'ici. Si c'est bien lui. Cet homme a surgi tout à coup devant vous, C'est exact. à 75 cm de vous, De 75 cm à 1 mètre. sans crier gare. Sans crier gare. Je veux savoir par là si vous avez entendu des bruits de pas pressés sur le trottoir en béton. Non. Vous n'avez pas non plus entendu quelqu'un courir sur l'herbe à côté du trottoir. Non. Vous n'avez perçu aucun mouvement rapide devant vous. Rien jusqu'à ce qu'il soit là. Et vous avez vu l'arme? Oui, je l'ai vu, il l'a braqué. Un pistolet de type Derringer? C'est exact. À canon superposé. Oui, une arme à 2 canons en tout cas. Monsieur Stephens, entre le moment où l'homme a surgi brusquement devant vous et votre femme et celui où il a raflé le sac et s'est enfui, il s'est passé 4 à 5 secondes. Oui, environ 4 à 5 secondes, c'est dans ma déposition. 4 à 5 secondes. Oui. 001, 002, 003, 004, 005. À peu près, oui. Ça a été aussi vite. C'est exact. Maintenant, parlons du t-shirt qu'il portait. Avez-vous remarqué un logo sur ce t-shirt? Non. On va examiner les pièces du dossier, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris à notre client, ses habits, ses chaussures, ses sous-vêtements. Oh, rien de très important. Les objets trouvés sur les lieux du crime. Des lunettes, des débris, un peigne. Now this is submission number 1, submission number 2. Strong.
Monsieur Stephens, je vais vous montrer une photo désignée comme la pièce à conviction numéro 4. Oui, maître. Ça vous rappelle quelque chose, monsieur? Je vais vous dire où il était, mais je ne l'ai pas bien vu. Ah bon? Mais je vous ai dit qu'il portait un t-shirt sombre. C'est comme ça que je l'ai identifié. Monsieur Stephens, C'était sur le devant de son t-shirt. vous dites que c'était... Qu'est-ce qu'il y avait sur le devant de son t-shirt, monsieur Stephens? Un logo. Je vous ai dit qu'il y avait un logo. Monsieur Stephens, êtes-vous en train de déclarer qu'il y avait un logo sur le devant du t-shirt porté par l'agresseur? Je vous ai dit qu'il l'avait dans le dos. La question que je vous pose est celle-ci. Êtes-vous en train de déclarer aujourd'hui qu'il y avait un logo sur le devant du t-shirt porté par l'agresseur? Non, pas quand il nous a agressés. À ce moment-là, il n'y avait pas de logo sur le devant de son t-shirt. Il me semble que... Je vous ai dit plus tard, quand j'ai fait ma déposition, que j'ai vu un logo sur cet individu et qu'il était dans son dos, parce que je ne l'ai vu que quand il s'est retourné. Très bien, monsieur. Je maintiens ce que j'ai déclaré. Mais il a eu le temps, en 1h30, 2 heures, de se changer. Donc, il n'y avait pas de logo sur le t-shirt que portait votre agresseur. Est-ce exact? Au début, non. Donc, il n'y en avait pas. Je ne voulais pas être trop dur avec cet homme parce qu'honnêtement, je pense que l'opinion des jurés est qu'il avait assez souffert. Mais en même temps, il fallait que j'éclaircisse certains points. Je voulais le faire plutôt gentiment. Et j'aurais pu y arriver s'il ne m'avait pas sorti cette histoire de logo. J'ai été très surprise quand tout à coup il s'est mis à dire qu'il avait vu un logo sur ce t-shirt. Mais je pense qu'on a réussi à obtenir de M. Stephens ce qu'on voulait savoir. Est-il exact, Monsieur Stephens, que vous n'avez aucun souvenir d'avoir fourni une description de l'agresseur à l'agent de la patrouille arrivé sur les lieux peu après les faits? Ça ne figure pas dans ma déposition, en effet. Est-il Je exact? vous ai dit que... Excusez-moi. Est-il exact, monsieur, que vous n'avez aucun souvenir d'avoir dit au premier agent qui vous a interrogé que l'agresseur était un homme noir, assez maigre, portant un short de couleur sombre, un t-shirt indéterminé, un chapeau, et qu'il était armé d'un pistolet de type Derringer? Je vous répète que je ne sais pas ce que je lui ai dit puisque je ne me rappelle pas lui avoir parlé. Cette visite chez les Butler a pour seul but d'éclaircir les derniers doutes que j'ai concernant certains aspects de leur témoignage. Le magasin qui se trouve là est probablement le seul endroit public entre le motel et la maison de Brent quand on va au Video Store. Pour autant que je sache, la police n'y a jamais enquêté. La police a envoyé à 2 reprises des équipes de plongeurs pour sonder cet étang. Bien sûr, ils n'ont pas trouvé l'arme. Ils n'ont jamais pris la peine d'aller frapper chez les voisins pour leur demander s'ils avaient vu Brenton sortir de chez lui entre 7h et 8h du matin. Il y a eu tellement de négligence dans cette affaire. Le dimanche matin où ton frère a été arrêté. Oui, monsieur. À quelle heure tu t'es levé ce jour-là? Vers 7h30. D'accord. Maintenant, si j'ai bien compris, à ton réveil, tu as entendu de la musique dans la chambre de Brenton. Oui, monsieur. Tu l'as vu sortir habillé de sa chambre? Oui. Est-ce que tu... Je crois que tu as dit qu'il portait un t-shirt bleu marine et lilas. Et un short bleu foncé. Qu'est-ce que tu entends par lilas? J'ai pas causé de... J'ai pas dit ça. Bon, d'accord. J'ai dit un t-shirt Nautica bleu marine. Nautica. D'accord. Et quand vous vous êtes réveillé, Mélissa s'était déjà levée pour préparer le café. Exact. Vous avez bu le café dans votre chambre? Oui. Et bavardé un instant? Oui. Vous vous rappelez de quoi vous avez parlé? C'est pas primordial, mais si vous vous en souvenez... Non, rien de bien important. Bon, et vous n'avez pas vu Brenton? Non. Est-ce que vous l'avez entendu? J'ai entendu, ce n'est pas lui que j'ai entendu, mais de la musique et du bruit.
qui venait de sa chambre. D'accord. Donc, il est presque 7 heures lorsque vous jetez un coup d'œil sur les enfants. Exact. Et puis, vous allez faire vos prières. Ça vous prend environ 20 minutes. C'est ça. Puis, vous revenez dans la chambre. Il n'a pas encore pris sa douche, il est toujours en caleçon. Oui, en caleçon, parce que je me souviens qu'il avait dormi en caleçon. À ce moment-là, il est environ 7h20. Oui, à peu près. Bien. Il n'y avait rien d'étrange dans son comportement ce jour-là? Il n'était pas couvert de sueur, essoufflé ou quelque chose comme ça? Non. Non, il était comme d'habitude, calme. Vous entrez souvent dans sa chambre pour y faire le ménage, ce genre de choses? Oui. Est-ce que vous y avez jamais vu une arme? Non. Vous n'y avez jamais vu des munitions? Non. Un chapeau de pêcheur? Non. Les seuls chapeaux qu'il ait mis, ce sont ces 2 casquettes, celles de l'école. Oui. Anne et moi avons discuté de l'ordre de présentation des témoins. Il se peut qu'on finisse par vous, Melissa. Vous seriez notre dernier témoin. Je crois, à juste titre, que votre histoire est solide et qu'elle a du poids. Vous savez où était votre fils à ce moment-là. Et de vous 4, sans vouloir vous offenser, André, c'est elle la plus charmante. Elle fera un témoin de poids. D'accord. Et je crois que les jurés sont sensibles à la mère qui parle de son enfant. Et comme Melissa a réellement vu Brenton à plusieurs reprises ce matin-là, son témoignage est décisif. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. We pray and thank you for giving the defense attorney wisdom from on high. Yes. But then you are the great attorney. We trusting in your holy name. Bless this family. Amen. Amen. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. James Williams, Et où travaillez-vous? au commissariat central de Jacksonville. À la criminelle, êtes-vous affecté à une section particulière? Oui, madame, à la section homicide 3. Qui d'autre fait partie de cette section? Il y a l'inspecteur en chef Joyner et mes coéquipiers, l'inspecteur Darnell, l'inspecteur Biakowski et l'inspecteur Eason. Revenons au 7 mai de cette année. Étiez-vous présent quand on est allé chercher M. Stephens? Je me tenais au coin de Richard Street avec l'agent Martin et Brenton. Bien, et que s'est-il passé? Monsieur Stephens est arrivé, il l'a regardé et a dit c'est lui. Puis il a dit je veux le voir de plus près. Il a demandé s'il pouvait s'approcher et je l'ai autorisé à le faire. D'ailleurs, je lui ai même ouvert la portière de la voiture côté passager. Et Monsieur Stephens s'est assis dans la voiture et il a regardé Brenton et a dit c'est lui. J'ai demandé monsieur, êtes-vous absolument certain que c'est cet homme qui a tué votre femme? Et il a déclaré je n'enverrai pas un innocent en prison. C'est vous qui étiez chargé de l'enquête? Oui, maître, en effet. L'enquête était donc sous votre entière responsabilité, n'est-ce pas? Oui, en effet. Combien de témoins avez-vous interrogé vous-même au cours de cette enquête? J'ai parlé avec Kate Donaldson durant quelques minutes. Était-ce un interrogatoire approfondi? Non, elle était trop émue pour parler à ce moment-là. Avez-vous interrogé sérieusement M. Stephens? Non, maître. Bon. Qui avez-vous interrogé sérieusement? Brenton Butler. D'accord. Et personne d'autre? Non, maître. Donc, vous teniez ce jeune homme. Il a été enfermé dans une pièce, n'est-ce pas? Oui, maître. Une pièce fermée et insonorisée. Oui. Permettez que je prenne une photo de la pièce? Il n'y a personne à l'intérieur? Non. C'est quelqu'un de très sérieux. D'ailleurs, il a épousé une de mes amies. Vraiment? Alors... Je prends les mesures, ça fait environ 3 mètres sur 3.
Vous tenez donc ce jeune homme et vous lui posez des questions. Et il vous dit, j'étais chez moi, j'ai mangé un yaourt, j'ai fait ceci et cela. C'est bien ça? Oui, maître. Il aurait pourtant été assez simple d'aller demander à ses parents, était-il à la maison? C'est vrai. L'avez-vous fait? Non. Votre enquête a été scrupuleuse, professionnelle et minutieuse, non? Objection, Monsieur le Président, c'est péremptoire. Et c'est absolument hors de propos. Objection rejetée. Veuillez poursuivre, maître. Est-ce exact, monsieur? J'ai essayé, oui. N'aurait-il pas été scrupuleux, professionnel et minutieux de vous rendre là-bas ou de décrocher le téléphone et de dire, pouvez-vous m'indiquer ce qu'a fait votre fils aujourd'hui? Si vous l'avez vu, et à quel moment? Qu'est-ce qu'il portait? Auriez-vous pu le faire? Oui, j'aurais pu. Pourquoi ne l'avoir pas fait? Eh bien, j'étais en train de l'interroger. J'avais un témoin oculaire. Et ses parents avaient dit aux deux autres inspecteurs de mon équipe qu'ils avaient vu leur fils quelques minutes, une demi-heure avant leur arrivée, alors qu'il était en garde à vue à ce moment-là. Et Attendez, où ça? Excusez-moi. Et les parents avaient ajouté qu'il n'était pas rare que Brenton sorte tôt le matin sans qu'il le voie. Vous saviez qu'il n'avait pas d'armes, qu'il n'avait pas le sac à main, qu'il n'avait pas d'argent sur lui et qu'il ne portait pas de chapeau de pêcheur, n'est-ce pas? C'est exact. D'accord. Avez-vous dit à Brenton, puis-je aller vérifier chez toi, fouiller ta chambre? Non, maître. Avez-vous demandé un mandat de perquisition? Non, maître. Mais vous vouliez retrouver l'arme, le sac et les habits ensanglantés, non? Oui, j'aurais bien aimé. Alors pourquoi ne pas avoir demandé un mandat? Eh bien, je ne l'ai pas demandé, c'est tout. Entendu. Est-ce que vous êtes allé frapper à la porte des voisins pour leur demander « Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Brenton Butler sortir de chez lui entre 7 et 8 heures ce matin, ou entre 6 et 8 heures ?» Non, je ne l'ai pas fait. Je vois. Le 7 mai, vous ne l'avez pas fait? Non, monsieur. Vous trouvez cela scrupuleux et professionnel? J'aurais peut-être dû le faire. Si on n'est pas bien préparé et si on ne peut pas immédiatement discipliner le témoin, comme j'aime à le dire, en le punissant ou en le confondant quand il ment, alors il se sentira libre de mentir ou d'altérer les faits. En revanche, s'il comprend qu'à chaque fois qu'il ment, je peux le contrer en disant « Le 29 juin, vous étiez sous serment. Ce jour-là, on vous a posé telle ou telle question et vous avez donné cette réponse-ci. Vous connaissiez la vérité. » Et ainsi de suite. Ça agit comme une correction sur le témoin. C'est comme si un chien urinait sur votre tapis. Si vous ne le punissez pas, il continuera à le faire. Un témoin qui ment et que vous ne confondez pas tout de suite continuera à mentir. Si on frappe le chien sur la truffe avec un journal, il arrêtera vite de salir le tapis. Pour les témoins, c'est pareil. Avez-vous dit à Brenton Butler que vous aviez envoyé des policiers chez lui pour qu'ils informent ses parents de sa détention? Oui, je lui ai dit que des inspecteurs étaient allés chez lui pour parler à ses parents. Mais parler ne signifie pas informer. Quel mot avez-vous employé? Je ne me rappelle plus exactement lequel j'ai Et employé. lui avez-vous dit que ses parents avaient été informés de sa détention? Je lui ai dit que ses parents étaient... que des inspecteurs étaient allés chez lui et... Oui, que des inspecteurs étaient allés chez lui et que... Je ne sais plus ce qui a été dit, j'ai oublié les termes exacts. Des inspecteurs étaient allés chez lui, et ça je me rappelle lui avoir dit. Quant à savoir... S'il a compris que ses parents avaient été informés de sa détention ou non, je l'ignore. Et il m'a demandé, est-ce que mes parents sont là? J'ai répondu non. Mais je sais que des inspecteurs sont allés chez toi. Le 27 septembre, alors que vous étiez sous serment, et que vous saviez que vous étiez interrogé à propos de ce crime. En donnant votre réponse, vous vous êtes efforcé de dire la vérité à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, maître. Et depuis ce jour-là, est-ce juste un trou de mémoire ou avez-vous tout oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, maître, c'est juste que je ne me souviens pas exactement de cette partie de la conversation que j'ai eue avec Brenton. C'est ce que j'ai dit. Entendu. Cette part de vérité est donc perdue pour nous, n'est-ce pas?
Non, maître. Savez-vous comment la rétablir? Non. Alors, elle est perdue, n'est-ce pas? Si vous le dites. Lui avez-vous dit que vous lui trouveriez un avocat? Je lui ai dit qu'on pourrait prendre des mesures pour ça. Mais lui avez-vous dit que vous lui trouveriez un avocat? Je lui ai dit qu'on pourrait prendre des mesures pour ça. Entendu. Avez-vous pris la moindre mesure? Non, maître. Avez-vous décroché le téléphone? Non, maître. Vous avez simplement dit à ce jeune homme, à midi, qu'il avait droit à un avocat, c'est ça? Oui, maître. Et ensuite, vous lui avez dit que vous lui en trouveriez un. Oui, maître. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est vrai. Vous n'avez rien fait pour tenir votre promesse. Je n'avais rien promis à Brenton. Je lui en avais juste parlé et je reconnais ne pas avoir téléphoné. Bien. Quand vous dites « je vais te trouver un avocat », ce n'est pas une promesse? Je ne promets jamais rien aux personnes que j'interroge. Je ne vous suis pas très bien. Si vous dites que vous allez faire quelque chose... Oui, mais je n'ai pas dit... Je n'ai pas présenté ça de cette manière. Ce n'était pas une promesse. Je ne lui ai pas dit « je te promets de faire quelque chose ». Ah, donc vous n'agissez que si vous l'avez promis. Non, maître, c'est vous qui avez parlé de promesse. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? C'est exact. L'auriez-vous fait si vous aviez dit « je te le promets » ? Eh bien, j'aurais pris une décision à ce moment-là. Vous saviez qu'à moins de 100 mètres de là où vous étiez, il y avait un tribunal et un avocat de l'aide judiciaire, non? Eh bien, je ne suis pas tout à fait certain de la distance, mais il y avait un procès en première instance, au tribunal, et des avocats étaient là, près de la prison. Rétrospectivement, pensez-vous que vous auriez pu être plus scrupuleux au cours de cette enquête? Il est peut-être bon de se remettre en cause parfois pour être sûr de faire mieux la fois suivante. Merci, monsieur. J'aimerais qu'on évoque à présent la journée du 8 mai. Avez-vous trouvé un sac à main au cours de votre promenade matinale? Oui, madame. Où l'avez-vous trouvé? Dans la benne à ordures au coin de Main Street et de All Star. Le lendemain du meurtre à 6h30 du matin, monsieur Stevens, qui ramasse des boîtes de conserve pour se faire un peu d'argent, remonte cette rue. Il trouve le sac à main dans une benne à ordures devant un magasin de musique. Il traverse alors la rue et appelle la police. Dans le sac, il trouve un portefeuille et des papiers d'identité. Mais il ignore s'il y a de l'argent dans le sac. Il ne le fouille pas plus que ça. Il s'est avéré qu'il restait près de 1200 $ dans le sac à main. Les gens du quartier, enfin certains d'entre eux, déposent leurs ordures à ce coin de rue. C'est dans cette benne-là que le sac à main a été trouvé. Pour jeter des ordures dans cette benne, quand elle est vide, il faut soulever le couvercle et donc le toucher. On y laisse certainement ses empreintes. Mais la police n'a jamais envoyé d'experts ici pour y relever les empreintes. Entre ici et le Ramada Inn, il doit bien y avoir un millier de bennes de ce genre. Alors je pense que celle-ci n'a certainement pas été choisie par hasard. Il y a beaucoup de trafic de drogue et tout ça dans cette zone. Il y a tout ici. Une sorte de faune qui vit derrière ce bâtiment. Entre ici et le lieu du crime, il y a environ 15 km. En voiture, s'il n'y a pas d'embouteillage, ça prend environ 20 minutes. Pour un jeune de 15 ans qui fait l'aller-retour à pied, ça fait une sacrée trotte. Bien, le sac à main était blanc, il était taché de sang. Est-ce que vous l'avez remarqué? Non. D'accord. Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur pour voir à qui il était? Je l'ai ouvert et j'ai sorti le portefeuille. À la télé, il n'avait pas donné le nom de la victime. J'ai trouvé le sac à main.
Tous ses papiers d'identité étaient dedans, ses cartes de crédit et tout ça. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Patrick McGuinness, je suis du bureau d'aide judiciaire. Donc vous avez appelé un policier, il vous a rejoint là-bas, vous lui avez donné le sac, Et je suis vous parti. avez repris votre chemin. C'est ça. Quand le policier est revenu, celui à qui j'avais remis le sac... L'agent de police? Oui. Il a dit, vous avez quelques minutes? J'ai dit oui. Il a dit, quelqu'un veut vous parler. Et c'est l'inspecteur qui m'a dit, où est le flingue, mon vieux? Il vous a appelé mon vieux? Il m'a accusé d'avoir pris le flingue. Et il vous a appelé mon vieux? Si la mémoire est bonne, oui. Et vous avez eu l'impression qu'il pensait que vous aviez pris l'arme? Oui. D'après son attitude, sa manière de vous traiter, est-ce qu'il avait l'air de vous accuser? Il m'a accusé de l'avoir pris. J'ai dit, fouillez-moi donc si vous voulez. Vous pouvez même fouiller mon chariot. Parce que j'avais accroché le sac au chariot. J'y avais pendu 3 sacs pleins de boîtes. Fouillez tout si vous voulez, mais je n'ai pas d'arme. Il n'y avait pas d'arme dans le sac à main. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait l'air sidéré. Puis l'agent m'a dit que je pouvais partir et je suis parti. Merci de m'avoir accordé du temps. Je vous en prie. Vous savez, j'ai fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse. Mais c'est bien la première fois qu'on me convoque au tribunal. J'espère que ce sera aussi la dernière. Je vous remercie encore. Je ne sais pas comment ce sac à main est allé du sud au nord de la ville. Dieu seul le sait. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Moi non plus. Comment allez-vous? Bien, monsieur McGuinness, et vous? Très bien. Quand l'inspecteur est venu vous voir, c'était pour vous dire quoi? Il est descendu de voiture et a dit, où est le flingue, mon vieux? Quel flingue? Celui qui était dans le sac. Je n'ai vu aucun flingue dans ce sac. Maintenant, si vous voulez me fouiller, faites donc. Si vous voulez fouiller mes affaires, je vous en prie, faites-le. Mais vous ne trouverez pas d'armes, parce que je n'en ai pas vu. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il vous accusait d'avoir volé l'arme? Oui, monsieur. À Oakland, les Raiders s'en tirent pas mal cette année. Ils comptent 7 victoires sur 8 rencontres, alors que les Chiefs n'en comptent que 5. Et les Broncos, 4. Non, pas du tout, voyons. Mais je veux que tu saches que tout s'est bien passé aujourd'hui. Les choses se présentent bien. On est content de ce qu'on a pu rassembler à ce jour. On a tous les renseignements, les témoignages et les documents nécessaires pour démontrer aux jurés que dans cette affaire, bien des choses n'ont pas été menées correctement. Aujourd'hui, ton grand-père est venu pour me souhaiter un bon anniversaire. Il m'a dit, tu vas bientôt avoir un superbe cadeau d'anniversaire. Je sais pas ce que c'est. Et comment... Oh, je sais plus ce que je voulais te dire. C'est toi le cadeau d'anniversaire, ce superbe cadeau. C'est ce que je me disais au fond de moi. Je me disais, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est Brenton. Il ne peut pas y en avoir de plus beau. Maintenant, je vais te laisser prier avec ton père avant qu'on s'en aille, d'accord? Je t'aime, mon chéri. Tu es d'accord? Alors, Prions. notre Père, nous te prions ce soir. Et aujourd'hui, comme chaque jour, nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant. Notre Père, nous te demandons de nous soutenir par ta présence demain dans la salle d'audience. Notre Père bien-aimé, accorde à Maître McGuinness et à son équipe tous les instruments nécessaires pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions afin que nous puissions émouvoir le juge. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons de le guider pour qu'il nous accorde un procès équitable. Père éternel, nous t'aimons, nous t'honorons et nous t'adorons. Seigneur bien-aimé, chaque jour nous t'adresserons nos prières. Amen. Amen. Hey, Brian, what that piece of paper I gave you?
Ils ont interrogé Brenton pendant 12 heures, avec des pauses. Puis ils ont fait venir un type dont la spécialité est d'arracher des aveux. Mais il n'a rien obtenu. Et il s'est senti frustré. Alors ils ont tous emmené ce garçon de 15 ans dans le bois. Les autres policiers les ont laissés seuls en tête-à-tête. De cette façon, ils pouvaient nier avoir vu quoi que ce soit. Ils ont laissé Brenton seul avec ce spécialiste. Et cet homme l'a frappé 2 fois à l'estomac et 1 fois au visage. Ils ont tabassé un garçon de 15 ans parce qu'il clamait son innocence. C'est pour l'affaire Butler? Oui. Il paraissait dans un bien pire état quand je l'ai vu. Oui, quand je l'ai photographié, son état semblait plus grave. Celle-ci est bonne, mais elle ne le montre pas vraiment tel que je l'ai vu. Non, je l'ai vu le même jour que vous, et il était tout enflé ici. C'était affreux. D'habitude, j'attends la fin de l'interrogatoire pour prendre les photos, mais là, on les a prises dès qu'on l'a vu. Les marques étaient tellement apparentes, juste là. On voit que toute la pommette est enflée, et là, on voit bien le contour. Est-ce qu'on peut améliorer la définition de ces images? Oui, mais comme il s'agit d'une peau noire, les résultats sont souvent très différents. Il va falloir qu'on explique aux jurés que les photos ne sont pas fidèles. Ils ne donnent qu'une idée très approximative de son état, mais celle-ci est assez bonne. J'ai contacté le ministère public, chose que je ne fais que rarement à ce stade de mon travail. Je leur ai communiqué les clichés de Brenton en leur expliquant ce que je croyais pouvoir prouver. Mais ça n'a eu aucun effet parce que ils étaient dans une position politiquement parlant où ils se devaient de continuer les poursuites contre Brenton pour défendre l'honneur de ses inspecteurs. Et je crois que depuis ce jour-là, tout ce qui s'est produit a été fait dans le seul but de défendre l'honneur de ces inspecteurs que, personnellement, je ne considère pas comme des hommes d'honneur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Michael Glover, Où travaillez-vous? au commissariat central de Jacksonville, Dans quel service? à la brigade criminelle. Depuis combien de temps y êtes-vous affecté? Depuis 5 ans. Et en tout, depuis combien de temps travaillez-vous au commissariat? 11 ans. Où avez-vous rencontré M. Butler pour la première fois? J'étais à la criminelle dans une salle d'interrogatoire. Et que s'est-il passé quand vous êtes entré dans cette salle? La première fois que j'y suis entré, j'ai vu l'accusé. Il m'a regardé et il a fait un commentaire qui signifiait « Je suis rudement content de vous voir ». Avez-vous alors engagé la conversation? Oui, en effet. Je lui ai demandé « Était-ce un accident ?» Et à ce moment-là, il a hoché la tête et a dit oui. Et il a ajouté « Je ne voulais pas tuer la victime ». Il s'est jeté sur moi en pleurant et je l'ai serré dans mes bras. Alors il a indiqué que... Il a dit que la victime l'avait regardé d'un sale œil. À ce moment-là, je me suis approché de son oreille et je lui ai dit « Pourquoi as-tu tué cette femme ?» Et à ce moment-là, il a répondu qu'il ne voulait blesser personne, qu'il en avait juste après son sac. Ensuite, il a fait une déclaration en précisant qu'il tenait le pistolet le long de son corps et qu'il l'a levé à la hauteur du visage de la victime et qu'il a tiré. Et il a dit qu'après, il a jeté l'arme du crime quelque part, mais qu'il ne se rappelait plus où. Que s'est-il passé alors? À ce stade de l'interrogatoire, je lui ai demandé une nouvelle fois de me dire ce qu'il avait fait de l'arme. Cette fois, je veux que tu me dises la vérité. C'est alors qu'il a affirmé avoir jeté l'arme à l'arrière d'un camion. Alors je lui dis, tu as été sincère et tu t'es montré coopératif avec moi. Je lui ai dit que j'appréciais beaucoup, mais aussi que je ne croyais pas un seul instant qu'il ait réellement déposé l'arme et le sac à main à l'arrière d'un camion. Et je lui ai demandé à nouveau, maintenant, dis-moi où tu as caché l'arme. C'est à ce moment-là qu'il a déclaré avoir jeté l'arme dans le bois qui se trouve près du lieu du crime. Oui, c'est un noir. Il a aussi un père shérif. Ce qui revient à dire que pour beaucoup de personnes, tout ce que dit Glover peut être assimilé à une preuve irréfutable. Pourtant, il a été impliqué dans plein d'histoires louches. Je lui en veux beaucoup d'avoir affirmé que Brenton, en le voyant,
s'était jeté dans ses bras en disant « Je suis content de vous voir. Je connais bien Brenton, je suis sa tante. Il faut vraiment savoir l'approcher, se lever et aller lui parler. Il n'est pas du genre à courir vers vous pour se jeter dans vos bras. Vous l'avez sûrement remarqué au tribunal. C'est quelqu'un d'assez réservé. Pour résumer, tout ce que Glover a déclaré, je vous le répète, je n'en crois pas un mot. Durant le laps de temps où vous êtes resté dans le bois avec l'accusé, l'avez-vous touché autrement qu'en le tenant par la ceinture? Non, maître. L'avez-vous frappé? Non, maître. Avez-vous élevé la voix? Non, maître. L'avez-vous menacé? Non, maître. Avez-vous menacé sa famille? Non, maître. Et auparavant, lors de l'entretien que vous avez eu avec lui, l'aviez-vous menacé, lui ou sa famille? Non, maître, je ne l'ai pas fait. Monsieur Glover, comment allez-vous? Bonjour, maître. Vous êtes apparenté à Nat Glover? Oui, maître. Nat Glover, le shérif? Oui, maître. Quand est-il devenu shérif? Il y a 4 ans. Le 1er juillet 1995. Oui. Quand vous êtes passé inspecteur, c'était en 95? Oui, maître. Ils avaient un gros problème. Dans cette affaire, on a 2 inspecteurs et 2 agents face à la pression des médias qui sont là avec toute leur infrastructure. Et la victime est une touriste blanche qui logeait dans un motel en Floride. Oui, et comme l'interrogatoire piétine, ils se disent « on va faire appel à un inspecteur noir ». Il arrivera peut-être à établir une relation particulière avec le gamin. Glover a dit, et je trouve cela incroyable, que les inspecteurs Williams et Darnell lui avaient dit qu'ils pensaient que le gamin était prêt à avouer. Ce sont ses propres mots, si ma mémoire est bonne. Il entre donc dans la pièce en pensant « ce gamin est prêt à avouer ». Mais les hostilités commencent quand Glover dit à Brenton « j'ai des choses sur la conscience » et que le gamin lui répond « pas moi, je n'ai jamais eu affaire à la police ». Du coup, Glover se fâche et dit « tu mens, et les nègres comme toi me rendent dingue ». Vous étiez là pour obtenir des aveux, c'est un fait établi, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous ne saviez pas s'il était innocent ou coupable? Non, pas à ce moment-là. Vous avez dit à Brenton Butler de dire la vérité. Oui, maître. Mais vous aviez une idée précise de la vérité que vous vouliez obtenir, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous vouliez qu'il dise autre chose que ce qu'il n'avait cessé de dire aux autres inspecteurs depuis 10 heures du matin, est-ce exact? Non, maître. Qu'il soit coupable ou innocent, je voulais connaître la vérité, savoir s'il était impliqué ou non. Vous vous êtes assis juste en face de lui, genou contre genou, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est une méthode d'interrogatoire que l'on vous a enseignée? Oui, maître. Vous avez suivi 5 cours, c'est ça? Oui, maître. Et on vous a appris qu'il faut chercher un contact physique avec les suspects que vous interrogez, n'est-ce pas? Qu'entendez-vous par contact physique? Toucher les gens. Oui, maître. L'une de nos techniques est effectivement de toucher les gens. Et vous avez saisi sa main, c'est bien ça? Je lui ai tenu la main. Je ne donne jamais à Glover le titre d'inspecteur. Il n'a pas fait son travail d'inspecteur dans cette affaire. Et ça contrarie les témoins quand on ne leur donne pas le titre auquel ils pensent avoir droit. Mon but, lorsque j'essaie de démasquer quelqu'un qui ment, est de le mettre mal à l'aise, de tromper sa vigilance. Parfois, j'aime bien que le témoin me tienne tête, parce qu'à ce moment-là, je sens que je vais gagner. Quelle taille faites-vous? 1m80. Quel est votre poids? 110 kilos. Vous jouiez au football au lycée? Oui, maître. Et à l'université? Également. Étiez-vous en première ligne? Oui, maître. À ce poste, vous cogniez sur les autres? Oui, maître. Vous suiviez les entraînements? Oui, maître. Vous saviez bien cogner? Oui, maître. Et vous cogniez dur, n'est-ce pas? Oui, maître. Croyez-vous que face à un homme de 110 kilos, visiblement plus âgé que lui, et qui lui saisit la main, Brenton Butler allait se sentir plus à l'aise, mieux disposé à lui parler? Oui, maître. C'est ce que vous obtenez d'habitude quand vous saisissez la main des gens? Saisir la main des gens n'est pas une habitude. Je l'ai fait à cause de sa remarque quand je suis entré dans la pièce. Mais avez-vous demandé à M. Butler, Brent, mon grand, puisque vous étiez là à lui tenir la main, où as-tu eu cette arme? Non, maître.
Lui avez-vous demandé qui aurait pu le voir avec cette arme? Non, maître. Lui avez-vous demandé où il s'était procuré les munitions? Non, maître. Lui avez-vous demandé où il cachait l'arme? Non, maître. Lui avez-vous demandé comment il l'avait transporté sur les lieux du crime? Non, maître. Vous n'étiez pas très curieux de le savoir? Pas à ce moment-là, non. Êtes-vous devenu par la suite? Oui, maître. Vous avez enquêté plus à fond? Non, maître, je n'étais pas chargé de l'enquête. Vous n'en étiez pas responsable? Non, maître. La question de l'arme du crime ne vous intéressait pas? Je voulais la retrouver, oui. Vous n'avez même pas cherché à savoir de quel type il s'agissait? Non, pas à ce moment-là. Pourquoi 3 inspecteurs auraient-ils emmené Brenton dans le bois? Je ne crois pas qu'il l'ait emmené dans le bois dans le seul but de le tabasser. Je ne peux pas le croire. C'était une idée de Glover. Voilà pourquoi. Mais l'inspecteur Williams, qui était chargé de l'enquête, devait savoir que ce bois avait déjà été ratissé par des agents de police et des chiens. Williams ne savait rien de sa propre enquête. Il devait avoir de bonnes raisons de penser que le sac à main et l'arme du crime se trouvaient dans le bois. Tu ne crois pas? Je pense qu'ils se sont dit, on va pas arriver à faire craquer le gamin. On sait qu'il a été arrêté dans ce coin. Il y a de fortes chances qu'il ait jeté l'arme dans les parages. Allons voir si on peut la trouver. Et si on la retrouve, on la montrera à Brenton et il avouera peut-être. Si je comprends bien, vous affirmez qu'au cours de votre conversation avec Brenton Butler, il a dit qu'il avait jeté l'arme dans le bois. Et c'est exact? C'est exact. Vous a-t-il dit où il se trouvait quand il a jeté l'arme dans le bois? Sur la route. Donc l'arme devait se trouver à la distance d'un jet de pierre par rapport à la route. Je ne sais pas exactement, mais je suppose que oui. Il n'a pas dit avoir shooté dedans? Non, maître. Il n'a pas dit que le pistolet avait des ailes, n'est-ce pas? Non, maître. Donc, selon vous, la distance d'un jet de pierre vous semble plausible? Tout dépend avec quelle force il a jeté l'arme. Les inspecteurs Joyner et Darnell sont censés s'être garés à l'autre bout de Kegel Road. D'après l'inspecteur Williams, il passe environ 1 heure dans ce bois. D'après Darnell, il n'y reste que 15 minutes. Marcher dans ce bois plein de ronces et de lianes, menotté à la lueur du soir, avec comme seul soutien le gentil inspecteur Glover, est une situation effrayante. Il fait sombre et que Glover tabasse Brenton. De là-bas, les autres ne peuvent absolument rien voir. Durant votre promenade dans le bois, combien de temps êtes-vous resté hors de vue des inspecteurs Darnell et Williams et de l'inspecteur en chef Joyner? Environ 30 minutes. Savez-vous pourquoi ils vous ont laissé seul? Je pense qu'il voulait ratisser plus précisément l'endroit où on l'a arrêté. Vous étiez avec celui qui était censé savoir où se trouvait l'arme? Oui, maître. Et pendant votre balade dans le bois, Brenton Butler était ficelé comme une dinde de Noël, les bras devant lui, attachés à sa ceinture, et vous le teniez par une lanière qu'il avait dans le dos. Oui, il était menotté. Bien. Donc, il n'avait aucune possibilité de se défendre si jamais il se faisait agresser par quelqu'un, n'est-ce pas? Je n'aurais laissé personne l'agresser. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Si vous frappez quelqu'un qui se trouve en face de vous, vous le frappez plutôt à droite ou à gauche? Objection, Monsieur le Président. C'est une question totalement... Objection accordée. Reformulez votre question, maître.
D'après ce que vous dites, vous êtes donc allé là-bas dans l'espoir de retrouver l'arme. Oui, maître. Vous avez dû être déçu de ne pas la trouver, n'est-ce pas? Oui, maître. Étiez-vous énervé? Non, maître. Avez-vous frappé Brenton Butler 2 fois dans le ventre? Non, maître. Même pas une fois à l'œil gauche? Non, maître. Si vous l'aviez fait, vous auriez transgressé le règlement, n'est-ce pas? C'est exact. Pour cela, vous pourriez être suspendu ou renvoyé. Et si vous l'aviez fait, nous diriez-vous malgré tout la vérité? Oui, maître. Est-ce que c'est dans vos habitudes de dire toujours la vérité dans ce genre de circonstances? Objection, Monsieur le Président. Objection accordée. Quand vous l'avez vu, comment vous est apparue cette blessure? Oh, c'était très large, comme si... Eh bien, comme s'il avait été frappé avec un... Monsieur le Président, je fais objection aux conclusions du témoin. Objection rejetée. Est-ce que cela apparaît dans la pièce à conviction numéro 4? C'est une prise de vue différente. On voit une tuméfaction. Je l'ai photographiée sous des angles différents pour qu'on la voie bien. C'est plus difficile que pour un hématome que l'on peut prendre de face. Ici, la tuméfaction s'étend sur toute cette zone. Il y a un hématome juste là. Où le situeriez-vous sur votre corps, mademoiselle? Ici, juste au milieu de la poitrine. Nous appelons à la barre Brenton Butler. Il n'est pas facile de travailler avec les mineurs. Ils manquent en général de finesse. Ils ont souvent un vocabulaire assez limité. Ils ont parfois des difficultés à s'exprimer. Ils ne sont pas aussi concentrés qu'ils devraient l'être. Ils ont tendance à être distraits. Avec M. Butler, j'ai appliqué une méthode qui consistait à reprendre l'interrogatoire qu'il avait subi et sa déclaration sous serment à l'audition préliminaire. Et j'ai tout décomposé en petits chapitres. Quand vous êtes arrivé au commissariat, vous a-t-on mis dans une pièce? Oui, maître. Qui est alors entré dans la pièce? L'inspecteur Darnell et l'inspecteur Williams. Ensuite, vous avez vu l'inspecteur Glover. C'est exact. Aviez-vous déjà vu cet homme, Brenton? Non, maître. Quand il est entré dans la pièce, avez-vous dit « Je suis content de vous voir » Non, maître. De quoi vous a-t-il parlé pour commencer? Il a commencé par me parler de sport. Était-il amical, gentil ou bien désagréable? À ce moment-là, il était gentil. Est-ce qu'il y a eu un moment où il a cessé d'être gentil? Oui, maître. A-t-il tenu des propos racistes à votre égard? Oui, maître. Que vous a-t-il dit? Il a dit « Ce sont les nègres comme toi qui me rendent dingue ». Que faisait-il en disant cela? Il me tapotait la poitrine. Avec quoi? Avec son doigt. Il faisait ça contre ma poitrine. Est-ce qu'il parlait en faisant cela? Oui, maître. Que disait-il? Il disait « Je t'aurai, je t'aurai ». Vous a-t-il touché de nouveau? Oui, maître. Comment? Il m'a frappé sur la poitrine avec son doigt. Montrez-moi. Comme ça. Vous a-t-il alors raconté sa version des faits? Oui, il a dit « Tu as tué la dame par accident, tu t'es enfui et tu as acheté l'arme et le sac dans le bois. » Qu'avez-vous répondu? J'ai dit « Non, monsieur, je n'ai rien fait de tout ça. » A-t-il parlé d'aller dans le bois pour retrouver l'arme? Oui, maître. L'inspecteur Glover vous a-t-il conduit loin dans le bois? Oui, assez loin. Y avait-il une bonne lumière dans le bois à ce moment-là? C'était plutôt sombre. Tout était dans l'ombre. À un moment donné, Brenton, l'inspecteur Glover vous a-t-il frappé? Oui, maître.
Où vous a-t-il d'abord frappé? À l'estomac. Fort? Je suis tombé à genoux. Et qu'avez-vous dit? Je ne peux pas vous aider. Je ne sais rien de ce sac. Qu'a-t-il fait alors? Il m'a frappé de nouveau au ventre. Et qu'avez-vous fait? Je suis tombé à genoux. Vous aviez mal? Oui, maître. Que s'est-il passé quand vous êtes tombé pour la deuxième fois? Je pleurais par terre. Alors il a dit, tu as l'air minable. Et il m'a soulevé par le t-shirt. Vous a-t-il frappé de nouveau? Oui, maître. Où ça? Il m'a frappé à l'œil gauche. Est-ce qu'il a frappé fort? Comment vous dire? Son coup de poing ne m'a pas assommé, mais c'était un coup de poing suffisamment fort pour me faire reculer de 2 ou 3 pas. J'étais sûr que la police ne reconnaîtrait pas le passage à tabac. Il était très important de replacer ces blessures dans le contexte de l'interrogatoire. Or, il n'y avait que les 3 inspecteurs et M. Butler qui pouvaient réellement témoigner de cela. Et comme j'étais sûr que les inspecteurs nieraient les coups, la seule façon d'expliquer clairement aux jurés le pourquoi de ces blessures était de faire témoigner Brenton. Quand vous avez revu l'inspecteur Darnell, que faisait-il? À ce moment-là, il venait de sortir un formulaire. Et ensuite, qu'a-t-il fait de ce formulaire? Il a dit, tu as volé la vieille dame. Et tu as braqué une arme sur son visage. Tu as tiré et tu as couru jusque chez toi, ou quelque chose dans ce genre. Que faisait-il tout en disant cela? En même temps, il notait ce qu'il était en train de dire. D'accord. Et quand il a eu fini de tout noter, que vous a-t-il demandé de faire? Il m'a dit de signer. Que s'est-il passé? À ce moment-là, il a mis la main sur son étui de revolver, et moi je lui ai dit, vous allez me tuer? Il a fait adviner. Puis il a dit que j'avais 10 secondes, et qu'ensuite il me frapperait. Les 10 secondes se sont écoulées? Oui, maître. Et qu'a-t-il fait? Il m'a frappé 2 fois à l'œil gauche. Est-ce que vous avez signé ce formulaire? Oui, maître. Bon. Brent, avez-vous tué cette dame, Madame Stephens, au Ramada Inn, le matin du 7 mai? Non, maître. Étiez-vous au Ramada Inn le matin du 7 mai? Non, maître, je n'y suis jamais allé. Bonjour, madame. Bonjour. Dites-nous qui vous êtes. Je suis Melissa Butler. Vous avez dit que vous vous leviez d'habitude avant 7 heures, est-ce exact? Oui, toujours. D'accord. Et vous rappelez-vous si ça a été le cas ce matin-là? Oui, parce que je n'arrive plus à dormir après 7 heures du matin. Que faites-vous en vous levant? Eh bien, quand je me lève, je sors toujours pour aller prier. Je vais dans la salle de bain pour me préparer. Et ce jour-là, ça m'a pris environ 10 minutes. Après avoir quitté ma chambre, je suis allée directement dans la chambre de Brent. Sa porte était fermée, je l'ai ouverte. Il était toujours au lit, le dos tourné vers la porte et son visage tourné vers le mur de sa chambre. La seconde fois que j'ai vu Brenton, après être sorti de ma chambre, j'étais ici. Et Brent se trouvait là, dans l'entrée, près de la 4e chambre, qui est ici. Je suppose qu'il revenait de la buanderie qui se trouve ici, en passant par la 4e chambre. Vous êtes-vous parlé à ce moment-là? Oui, quand on s'est croisés, ici. J'ai dit « Bonjour Brenton » et il m'a dit « Bonjour ». Maintenant, avez-vous vu des policiers ce matin-là? Oui. Est-ce que l'un ou l'autre de ces messieurs vous a parlé, à vous ou à votre mari? Oui. Parlez-moi un peu de cette conversation. Ils ont demandé « Est-ce que Brenton Butler habite ici ?» On a répondu « Oui ». Et mon mari a dit « Je peux vous aider ?» Et ils ont dit « On veut juste l'interroger. On ne l'accuse de rien, on veut simplement l'interroger, savoir s'il sait quelque chose des cambriolages qu'il y a dans le coin. » Donc vous êtes rentré à l'intérieur et Brenton n'était pas là et vous l'avez dit à la police? Oui. Cela vous a-t-il inquiété ou contrarié? Était-ce inhabituel? Eh bien, ce n'était pas anormal que Brenton soit sorti sans nous prévenir, mais
Ce n'était pas dans ses habitudes de rester dehors aussi longtemps. D'habitude, quand il sort, il revient au bout d'une demi-heure, une heure. Il n'a jamais quitté la maison comme ça, aussi longtemps. Et c'est ça qui m'a ennuyée. J'ai appelé ma sœur, Emma, et je lui ai dit qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Elle m'a dit, appelle ses copains. Sean est le seul copain de Brenton que je connaisse vraiment. Alors je l'ai appelé moi-même, de mon portable, et je lui ai demandé, as-tu vu Brenton aujourd'hui? Il a dit non. À ce moment-là, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose à mon fils. Alors... Excusez-moi. Prenez votre temps. Il y a un verre d'eau à côté de vous. Merci. Avez-vous réussi à parler à Brenton ce soir-là? Oui, mais il était très tard. Vous rappelez-vous de ce que vous lui avez dit et de ce qu'il vous a dit? Il a dit, maman, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et il a dit, je vais passer toute ma vie ici, à cause du papier qu'ils m'ont fait signer. J'ai dit, quel papier? Il n'a pas bien compris parce qu'il était lui-même si bouleversé. Puis, je lui ai dit, non, tu ne finiras pas tes jours en prison, Brenton. Prie et tiens bon. Objection, Monsieur le Président. Les références à la religion sont hors de propos. C'est sans doute nécessaire pour bien comprendre l'entrevue. Objection rejetée. Alors je lui ai dit de prier et de tenir bon. Que le Seigneur ferait de son mieux et que je ferais tout mon possible pour le sortir de là, même s'il fallait hypothéquer la maison pour le tirer d'affaire. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Bien. Madame Starrett, à vous. Quand vous voudrez faire une pause, dites-le nous. Je veux simplement clarifier certains points. Je ne vous demanderai rien d'autre. Vous avez dit que la première fois que vous avez vu votre fils, il était encore dans sa chambre. Oui, maître. Et vous évaluez l'heure à laquelle vous l'avez vu d'après vos habitudes. Oui. Vous n'avez pas regardé votre montre? Non. Et je crois que vous avez dit, à quelle heure l'avez-vous croisé dans la buanderie? Non, ce n'était pas dans la buanderie. Je l'ai croisé près de l'entrée, parce que je traversais le couloir qui mène à l'entrée. Mais c'est sur le chemin de la buanderie? Oui. Là où vous rangez vos produits ménagers? Oui. J'ai terminé, Monsieur le Président. Très brièvement, Monsieur le Président. Madame Butler, vous savez que vous êtes sous serment? Oui. Avez-vous le moindre doute sur la présence de votre fils à la maison entre 7h et 9h du matin? Non, aucun. Je sais que mon fils était à la maison. Merci, madame. Il savait qu'il n'avait aucune preuve. L'inspecteur est entré dans la pièce et il a écrit ce qu'il voulait. C'est un homme qui sait obtenir ce qu'il veut. Puis il a menacé le garçon de 15 ans. Il l'a frappé, il l'a intimidé avec son arme. Et il a obtenu qu'il signe un morceau de papier. C'était un document minable qui ne rimait à rien, qui n'a jamais à ce jour été corroboré par quoi que ce soit. Rien n'est vrai là-dedans. Mais pour le ministère public, c'était suffisant. Vous avez dit à l'inspecteur Williams que vous vouliez parler à l'accusé. Est-ce exact? Oui. Y avait-il quelqu'un avec vous? Non, j'étais seul. Racontez votre entrevue au juré. Je lui ai dit qu'on avait décidé de l'arrêter et de l'inculper du meurtre de Marianne Stephens. Puis je lui ai dit qu'il fallait remplir des papiers et qu'il irait dans une prison pour mineurs.
Que s'est-il passé ensuite? Après lui avoir parlé de son incarcération, je lui ai dit que c'était à présent sa dernière occasion de raconter sa propre version des faits. À ce moment-là, il m'a touché le genou, on était assis face à face, et il a dit, quand j'ai parlé à l'inspecteur Glover, il m'a dit qu'il y avait un chemin facile, puis il a touché mon autre genou et a ajouté « et un chemin difficile ». J'ai alors dit, je n'ai pas assisté à l'interrogatoire, je ne suis pas sûr de saisir, mais je ne vois pas de chemin facile. C'est un crime très grave et je ne vois qu'un chemin difficile. Sur ce, je lui ai demandé si cette fois, il voulait donner sa version des faits. Il a dit oui. J'ai quitté la pièce en lui disant que j'allais chercher les formulaires et je suis allé voir l'inspecteur Williams qui était toujours dans son bureau. Je lui ai dit que j'allais prendre la déposition de Brenton avec sa version des faits. Il m'a dit d'accord et je lui ai dit d'aller dans la salle de surveillance pour assister à la déclaration et pouvoir en témoigner. Il a dit d'accord. Que s'est-il passé à votre retour? J'ai rédigé la déclaration sur le formulaire approprié. Une fois terminé, on a relu la déclaration ensemble, à voix haute. Je lui ai demandé si elle lui convenait. Il a répondu oui. Il a signé en bas de chaque page, attestant que c'était bien sa déclaration. Et à la fin du texte, j'ai tracé une diagonale. Et il a signé le long de cette diagonale, ainsi qu'en bas de la déclaration. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Entendu. Maître McGuinness, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Avant le contre-interrogatoire, il y a eu une pause. Je suis sorti fumer une cigarette et comme je la sortais du paquet, l'inspecteur m'a regardé. On ne peut pas se sentir. Et il a dit, vas-y, fume et chope-toi un cancer. Alors je l'ai regardé et j'ai dit, j'aime fumer une cigarette avant de faire l'amour. Je voulais qu'il sache que j'allais le baiser. Je crois qu'il a parfaitement saisi l'allusion. Et je l'ai baisé. Au début de votre entretien, ce jeune homme était poli, n'est-ce pas? Oui. Il était calme? Oui. Il était bien élevé? Oui. Bien. Et ensuite, Williams et vous l'avez traité de menteur, c'est ça? Non. Vous ne l'avez pas traité de menteur? Je lui ai dit que je pensais qu'il mentait. Ma question est celle-ci, l'avez-vous traité de menteur ou non? Indirectement. Je vois. Et directement, l'avez-vous fait? Je ne me rappelle pas l'avoir fait directement. Ça n'est pas dans vos notes? Sans doute pas, je ne me souviens pas. Cela arrive-t-il si fréquemment que vous n'en preniez pas note? Objection, Monsieur le Président. C'est hors de propos. Objection rejetée. Cela arrive-t-il si fréquemment que vous n'en preniez pas note, monsieur? Quoi, que je l'ai traité de menteur? Traiter les gens de menteurs? Non. J'aime ça. J'aime ça à cause du fait que je ne prête pas foi à ces gens. Et que je ne les respecte pas étant donné ce qu'ils ont fait. Ça vous donne un esprit combatif. Vous avez envie qu'ils se montrent tels qu'ils sont. Voici les 2 premières pages de la confession, n'est-ce pas? Oui. Ce qui est écrit ici, c'est bien votre écriture. Oui. Bien. Je sous-signe, Brenton Butler déclare ce qui suit de mon plein gré sans avoir été menacé ni abusé. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Non. Bien. Et l'inspecteur Darnell rédige cette déclaration à ma demande. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Non. En fait, toutes vos dépositions commencent par la même formule. En effet. D'accord? Ils vous demandent tous de rédiger leurs dépositions. Certains le demandent. Quel est le pourcentage de ceux qui le font? Je ne sais pas, je ne connais pas les statistiques. Pourcentage très élevé, semble-t-il. La plupart des gens me demandent de l'écrire, oui. Est-ce à cause de votre jolie écriture, ou quoi? J'ai plutôt tendance à croire qu'ils sont trop paresseux pour le faire eux-mêmes. Mais vous saviez qu'ils savaient lire et écrire. Bien sûr. Et vous n'avez pas pensé qu'il valait mieux, si vous vouliez sa propre version des faits, qu'il l'écrive de sa propre main? C'est sa version des faits. D'accord. Hier soir, je suis rentré tard et je n'ai pas mangé. Avez-vous vérifié si ce détail était vrai? Non. Avait-il l'air sous-alimenté à ce moment-là? Non.
Et l'inspecteur Williams était dans la salle de surveillance. Oui, il était dans la pièce d'à côté. Il a donc dû l'entendre dire tout ça, n'est-ce pas? Je ne peux pas témoigner à sa place. À votre connaissance, le système audio fonctionnait? Oui. La femme m'a regardé de travers et a marmonné sale nègre. À votre connaissance, est-ce que ça a été confirmé par M. Stephens à un moment ou à un autre? Je n'ai jamais interrogé M. Stephens ni discuté avec lui de l'affaire. Mais vous avez lu le rapport plusieurs fois, n'est-ce pas? Je n'ai lu que ce qui m'intéressait. D'accord. Au moment où j'ai sorti le revolver de ma poche, le coup est parti très vite. C'est bien ce qu'il a dit? Oui. J'ai appuyé sur la détente inconsciemment. A-t-il employé ce terme, inconsciemment? Non, il a dit que... Il a appuyé sur la détente sans le savoir. Vous préférez le mot inconsciemment? C'est ce que j'ai écrit quand on a formulé cette phrase. J'ai pris l'argent du portefeuille de la femme et je l'ai mis dans le mien. C'est ça? Oui. A-t-il dit ça? C'est ce qu'il m'a dit. Et je suis rentré pour nourrir mon chien. A-t-il dit pourquoi il était si important de nourrir le chien à ce moment-là? Je n'ai jamais eu l'impression que c'était important, c'est juste ce qu'il a fait en rentrant. Pourquoi rentrer chez lui après avoir réussi un vol à main armée et tué quelqu'un? Est-ce qu'il vous l'a dit? Non. Plus tard, je suis sorti pour aller au vidéo store poser ma candidature pour un boulot. Pourquoi cherchait-il un boulot alors qu'il venait d'embrasser une carrière de criminel? Je n'en sais rien. D'accord. Le policier qui m'a arrêté m'a demandé de l'accompagner au Ramada Inn, ce que j'ai fait. Est-ce qu'il a dit pourquoi il avait accompagné la police alors qu'il venait de tuer une femme là-bas? Il a dit qu'on lui avait demandé et qu'il avait obtempéré. Obtempéré, c'est le mot qu'il a employé? Non, c'est un mot de moi. Ah. Faudrait tâcher de faire la distinction entre vos mots à vous et les siens, si possible. L'homme qui était avec la victime s'est approché de la voiture et a dit à la police que c'est moi qui l'avais tué. Est-ce qu'il a dit ça? Oui. Vous l'avez entendu? Il a dit tout ça à voix haute, n'est-ce pas? On formulait les phrases et ce genre de choses. Est-ce qu'il a dit ces choses à voix haute? En fait, c'est moi qui parlais et lui, il approuvait. Je vois. Quels sont les mots qu'il a dit à voix haute et qu'on aurait pu entendre de la salle de surveillance? Tous. Entendu. Y avait-il quelqu'un dans la salle de surveillance? L'inspecteur Williams s'y trouvait. Il a donc dû entendre chacun de ces mots, n'est-ce pas? La salle de surveillance vidéo? Oui, où se trouve-t-elle? C'est ici. L'avez-vous entendu demander à l'inspecteur Darnell de rédiger la déclaration pour lui? Non, maître. L'avez-vous entendu dire, hier soir, je suis rentré tard et je n'ai pas mangé? Avez-vous entendu Brenton Butler dire ça? Non, maître. A-t-il dit, j'ai abordé un vieux blanc et sa femme pour leur demander de l'argent? L'avez-vous entendu dire ça? Non, maître. Durant la partie de l'entrevue avec Darnell que vous surveillez, a-t-il jamais décrit de façon assez précise les vêtements de la femme qu'il a prétendument tuée? Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Au cours de cette entrevue avec Darnell, l'avez-vous entendu dire qu'il avait tué quelqu'un? Non, maître. Bon. Depuis ce jour-là, pendant les 6 mois qui ont suivi, quels sont les faits notés ici que vous avez pu vérifier de près ou de loin? Je n'ai tenté d'en vérifier aucun. Merci, monsieur. Yes, Lord. Today, at home praying and lifting up your holy name. We thank you for prayer partners like this. Bless us and hold us and keep us. In Jesus' precious name we pray. Thank you, Lord. Amen.
J'irai probablement me coucher vers 22 heures et je me lèverai vers 2h30. Je relirai toutes les notes que j'ai prises depuis des semaines et des mois et je commencerai à faire un travail de tri. J'écarterai tout ce qui ne me semblera ni probant ni intéressant pour profiter de chaque seconde des 90 minutes dont je dispose. Je ne garderai que les arguments qui jouent en notre faveur. J'essaierai de les organiser pour les présenter de façon convaincante aux jurés. Je veux que ça leur parle. Les choses qu'on a entendues sont-elles crédibles? Concordent-elles avec les autres témoignages et avec les pièces à conviction? Les déclarations des inspecteurs sont-elles vraies ou fausses? Et quel que soit le cas, comment le dire? Demain, les jurés pourraient se retourner contre moi. Quand je dis contre moi, je le prends personnellement. Dans cette affaire, celui qui en pâtira, c'est Brenton Butler, un garçon jeune qui risque d'être privé de sa liberté jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment effrayant, car j'ai l'intime conviction qu'il est innocent. Et j'ai pas le droit de dire ça aux jurés. Je peux pas leur dire que c'est ce que je crois. Je peux leur dire qu'on a telle ou telle preuve, et ils peuvent être d'accord ou non avec mon interprétation des preuves. Et si leur avis diffère du mien, je ne sais pas ce que je ferai. Ce serait vraiment une défaite très difficile à encaisser. Mesdames et messieurs, l'accusé Brenton Butler a tiré sur Marianne Stephens et l'a tuée lors d'un vol à main armée le 7 mai de cette année. Le ministère public doit établir la culpabilité de l'accusé par des preuves matérielles au-delà de tout doute raisonnable. J'affirme que nous avons ces preuves. Nous avons un témoin oculaire, quelqu'un qui se trouvait sur les lieux et qui a vu l'accusé Brenton Butler tuer sa femme sous ses propres yeux. 4 ou 5 secondes. C'est une éternité quand on se trouve face à un homme armé. Souvenez-vous de Maître Finel quand elle comptait. Eh bien, cela donnait 001, 002, 003, 004, 005. C'est long quand vous regardez un homme armé tirer sur votre femme. Monsieur Stephens est un homme de 65 ans qui a de l'expérience. Vous l'avez entendu à travers le récit de sa vie. Et je vous affirme qu'il a bien regardé l'agresseur. Et qu'en voyant l'accusé 2h30 plus tard, il l'a formellement identifié et a dit « Je suis sûr que c'est lui. Je n'enverrai pas un innocent en prison. » Parlons maintenant de l'alibi. Le meurtre de Madame Stephens a eu lieu autour de 7h30 du matin, le dimanche 7 mai. L'accusé vit à moins d'1,5 km de là. Il lui faut quoi? Moins de 5 minutes pour quitter les lieux du crime. Et entre 5 et 10 minutes pour rentrer chez lui. Les deux endroits ne sont pas très éloignés. Maintenant, selon le témoignage de sa mère, entre 7h et 7h15, elle entend l'accusé dans la salle de bain. Puis, vers 8h, elle le voit sortir de la buanderie. Réfléchissez-y. C'est sa mère qui le dit. Il était environ 8h, soit 30 minutes après le meurtre de Madame Stephens. Venons-en à présent aux aveux. L'accusé affirme ne jamais avoir fait ces déclarations. Il ne dit pas qu'on l'a contraint. Il nie les avoir faites. Voilà ce que l'accusé prétend à ce sujet. Et moi, je vous dis que tout ce qu'on a prétendu dans cette affaire est choquant. Des affirmations atroces, horribles. Prétendre que des inspecteurs de police ont battu ce jeune homme de 15 ans, non pas jusqu'à ce qu'il avoue, mais jusqu'à ce qu'il signe des aveux écrits, c'est horrible. Si vous croyez cela, après le procès, je vous recommande d'alerter les médias, le FBI, d'alerter qui vous voudrez, car c'est scandaleux. Mais j'affirme pour ma part que croire à ces allégations revient à croire à une conspiration digne d'Oliver Stone. Regardez cette personne. C'est la personne qui a avoué, qui a donné sa version des faits, comme l'a dit l'inspecteur Glover.
Maître McGuinness va avoir l'occasion de vous parler. Et je voudrais que vous pensiez à ce que je vous ai dit pendant qu'il s'exprimera. Et je vous suggère de penser avant tout à l'identification formelle qu'a faite M. Stephens, ici même. Le seul témoin oculaire a formellement identifié l'accusé. Il a identifié son visage. Cet élément constitue à lui seul une preuve irréfutable, au-delà de tout doute raisonnable. Merci. Winston Churchill se plaisait à dire que la qualité d'une nation civilisée se mesure aux méthodes utilisées par sa police pour appliquer le droit pénal. À mon avis, si on en juge d'après ce critère, nous avons de sérieux problèmes. Réfléchissez à ce que vous savez à propos de l'enquête. Êtes-vous satisfait? Pouvez-vous l'être? Pouvez-vous ratifier, avaliser, pardonner la manière dont cette enquête a été menée? De toute évidence, non. La police avait un problème. Dans ce motel, il y a eu un meurtre, le meurtre d'une touriste. Ce sont les plus difficiles à élucider. Cela exige de la police un travail zélé. Cela exige qu'on examine les détails. Cela exige de la rigueur dans la recherche des pièces à conviction. Cela exige une analyse méticuleuse. Ça n'a pas été le cas. Alors, qu'a fait la police? Dans le film Casablanca, il y a cette réplique « Rafler les suspects habituels ». Ce qu'a fait la police, ça a été de rechercher des Noirs. Et 2h30 après le meurtre, un garçon de 15 ans sortait de chez lui pour aller postuler à un emploi. Un jeune garçon qui travaille, qui a toujours travaillé, qui s'achète lui-même ses vêtements et ses CD. Et le ministère public voudrait nous faire croire que ce garçon de 15 ans s'est levé, a mangé un yaourt et a décidé d'aller tuer quelqu'un. Qu'il le fait, qu'il rentre chez lui et nourrit son chien. Quelqu'un qui n'a jamais, de toute sa vie, été vu avec une arme. Et M. Stephens a identifié un suspect. Il a identifié quelqu'un de 10 cm plus petit que la personne qu'il avait décrite, de 5 à 10 ans plus jeune, qui portait un t-shirt dont l'élément le plus voyant était le logo Nautica. Celui qui a brandi cette arme devait la tenir au moins à hauteur de poitrine, d'après l'angle d'entrée de la balle décrit par le docteur Fleureau. Si l'arme était à cette hauteur, on ne pouvait pas manquer de voir ce logo à 75 cm de l'agresseur, si logo il y avait. Mais c'est cette identification même qui a posé un véritable problème à la police. Le seul témoin oculaire s'étant engagé de tout son cœur dans cette identification, la police savait que pour boucler cette affaire, il fallait rendre tout cela crédible. Et ils ont réussi. La télévision était arrivée aussitôt sur les lieux, la police savait que cette affaire ferait du bruit, étant donné que la victime était une blanche, l'assassin un noir, et qu'il s'agissait d'une touriste en Floride. L'attention des médias, l'aspect racial de l'affaire, la pression exercée sur la police ont, à mon avis, influé sur ce qui s'est passé plus tard ce jour-là. Pourquoi est-ce que tout le monde s'éloigne de Glover dans le bois? Voilà un type qui déclare tenir la personne qui sait où est l'arme du crime. Ils vont tous dans le bois. Mais c'est Glover qui s'y enfonce le plus profondément. Il avance jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir ni l'entendre. Sans lampe torche, alors qu'il prétend chercher l'arme. Et il frappe ce garçon de 15 ans. 2 fois à l'estomac et 1 fois à l'œil. Demandez-vous pourquoi on a fait appel à Glover. On sait de quelle façon il s'est distingué avant que son père ne devienne shérif. Mais tout à coup, on lui découvre des talents d'inspecteur pour la criminelle, car avant, il ne l'était pas. Avant, son mérite le plus louable était de savoir cogner et de cogner dur. Objection, Monsieur le Président. Pouvons-nous approcher? Je vous en prie. Greffier, s'il vous plaît, rejoignez-nous à la barre.
Vous avez sans doute remarqué, quand l'inspecteur Glover était à la barre, qu'il est droitier. Lorsqu'un droitier frappe quelqu'un qui se tient devant lui, quel côté frappe-t-il? Nous savons qu'au début de la garde à vue, Brenton Butler ne portait aucune marque ni égratignure. Nous savons aussi qu'il n'en est pas sorti indemne. Nous avons passé des heures à écouter des témoins peu disposés à nous raconter la vérité, ou alors par bribes. Mais vous savez maintenant ce que l'inspecteur Williams aurait dû savoir s'il avait fait correctement son travail le matin du 7 mai. Tout cela dévoile quelque chose de terrifiant. Le coupable est toujours libre. Il a entre 20 et 25 ans. Il mesure environ 1,80 m. Il porte une chemise. Et il a un revolver prêt à servir. Et du fait qu'on n'a apporté aucun zèle à mener cette enquête, il se peut que d'autres citoyens soient en danger, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Je demande à chacun de vous, individuellement et collectivement, d'agir avec loyauté envers votre serment, pour juger cette affaire au regard des preuves. Je pense que si vous le faites, on fêtera joyeusement Thanksgiving cette semaine chez les Butler. Je vous remercie de votre attention. Nous voulons que tout le monde soit frais et dispo, que tout le monde ait les idées claires. Aussi, allons-nous suspendre l'audience pour ce soir. Nous nous retrouverons donc demain à 9 h devant la salle d'audience numéro 4. Nous avons une entière confiance en notre Seigneur. Il en a toujours été ainsi. Sans son amour pour nous, qui peut dire ce que nous serions aujourd'hui? Il n'y aura pas d'erreur. Le Seigneur ne commet pas d'erreur. Nous serons présents, nous serons là, et le Seigneur sera à nos côtés dans la salle d'audience. Oui, il sera dans la salle d'audience. Et tu te demandes quand ils te permettront de rentrer à la maison, quand tu seras libre. Et alors tu te demanderas d'où viennent ces alléluia, ces cris de joie que tu entendras. Ce seront les tiens qui nous emmèneront hors de ce tribunal, Brenton. Oui, hors de ce tribunal, parce que quand tu sortiras, tu verras tous ces chrétiens réunis. Tout le monde sera heureux et aura le cœur en fête. Et on célébrera Thanksgiving en louant notre Seigneur. Brenton Leonard Butler, le prévenu dans cette affaire, est accusé d'homicide volontaire avec préméditation et de vol à main armée. Si vous considérez que Mary-Ann Stephens a été tuée par Brenton Leonard Butler, vous tiendrez compte des circonstances entourant le meurtre pour établir s'il s'agit d'un homicide volontaire avec préméditation, d'un homicide volontaire sans préméditation, ou d'un homicide involontaire sans intention de donner la mort, ou alors si le meurtre est justifiable, ou bien s'il résulte d'un état de légitime défense. Un doute raisonnable n'est pas un simple doute éventuel. Ce n'est pas un doute imaginaire ou contraint. Un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé peut résulter des preuves, des contradictions entre les preuves ou du manque de preuves. Si vous avez un doute raisonnable, vous déclarerez l'accusé non coupable. Dans le cas contraire, vous le déclarerez coupable.
here for the Brenton Butler case. If you would, please bring into the courtroom quietly. The jury has reached a verdict. Eric Walden. Eric. On va avoir le verdict. Si tu veux venir l'entendre, parlez-en à Sue et à ceux qui s'intéressent. Salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont délibéré que 45 minutes? Je sais pas. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Espérons que ce soit bon. Est-ce que tous ceux qui étaient sortis de la salle et qui suivent ce procès ont pu reprendre leur place? Monsieur Stephens est là, la famille Butler aussi. Pouvons-nous commencer, maître? Bien. Faites entrer les jurés. Monsieur Young, êtes-vous le président du jury? Oui, Monsieur le Président. Les jurés ont-ils un verdict? Oui, Monsieur le Président. Remettez le formulaire du verdict à notre greffière et vérifiez qu'elle fasse bien état de vos conclusions. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de vous lever pour la lecture du verdict. Au tribunal de la circonscription numéro 4 du comté de Duval, concernant l'affaire 2056-35 CF division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler, le verdict pour le premier chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pas de manifestation dans la salle d'audience. Merci. Concernant l'affaire 2056-35 CF division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler, le verdict pour le deuxième chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable. Fait à Jacksonville, en Floride, signé par le président du jury le 21 novembre 2000. L'accusation ou la défense désire-t-elle que les jurés s'expriment individuellement? Non, Monsieur le Président. Restez assis, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à cette affaire. J'espère qu'en quittant cette salle, vous aurez le sentiment d'avoir collaboré efficacement avec le système judiciaire pour le bien de la collectivité. J'espère que vous êtes fiers du déroulement de ce procès ainsi que de la façon dont vous y avez collaboré, prenant ainsi part à notre système qui est, je crois, le meilleur système judiciaire au monde. Fais du bon boulot. Toi aussi, Patrick. Au revoir, messieurs. Merci. I'm very happy that a good young man has been returned to his family for Thanksgiving. I'm not guilty. Good night. Le coupable est toujours libre. Il a entre 20 et 25 ans.
Il mesure environ 1,80 m. Il a un revolver prêt à servir. Tout ça parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Stay right here for your news. This is ABC 25. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui avait été accusé de meurtre, jugé et acquitté. Un an plus tard, la police déclare s'être trompée de personne. Notre reporter Winston Dean se trouve au Ramada Inn, le motel où le crime a eu lieu. Winston, parlez-nous de la personne qui a tout reconstitué. Il semblerait que ce ne soit pas quelqu'un de la force publique. Vous avez raison, Alan. Et les partisans de Brenton Butler disent que le comble dans cette affaire est que celui qui a élucidé le crime ne porte ni un signe ni arme à la ceinture. Il s'agit d'un avocat de l'assistance judiciaire, payé par les contribuables, quelqu'un qui n'a jamais renoncé, l'avocat de Brenton Butler. La première semaine de janvier, un client de l'assistance judiciaire nous a filé un tuyau. Il nous a dit qu'il avait partagé une cellule avec un certain Juan Curtis. Cet homme, Juan Curtis, a avoué être le meurtrier. Il a tiré sur Madame Stephens parce qu'elle lui avait jeté du café à la figure au moment du vol. Après le procès, le premier procès sur cette affaire, nous avons récupéré le sac à main chez Monsieur Stephens. Et nous avons cherché des preuves sur les parties du sac à main qui n'avaient pas été examinées auparavant. Nous avons découvert une empreinte digitale qui appartient à Juan Curtis, le meurtrier présumé. Juan Curtis. Monsieur Curtis, vous êtes accusé de meurtre et de vol à main armée. Voulez-vous que je désigne un avocat pour votre défense? Signez le formulaire. Vous répondez aux critères pour que je désigne un avocat qui pourra vous représenter. Il vous contactera à la maison d'arrêt. Ronald Page. Mr. Page, suspect's going to be a skinny black male wearing dark shorts, unknown shirt, and on a hat. The latest update is a black male, 20 to 25 years of age, with skinny legs, 6'2". Ça pourrait être lui, ça pourrait être n'importe qui. Risque de se transformer en situation critique.